Guillemette Crépeau, et qui est donc c'est le professeur Gardy, historiquement évidemment, qui a beaucoup avancé sur la question des effets d'aluminium sur la santé, et avec aujourd'hui Guillemette Crépeau qui reprend qui continue le flambeau. Le prix. Oui, le prix. Merci beaucoup. Merci. Je suis tout à fait ravi d'être parmi vous ce soir, et encore plus ravi de partager ce prix avec M. Montagnier, parce que quand j'étais jeune interne, dans les années, début des années 80, j'ai décidé de faire la neuropathologie, et c'était le moment où est arrivée la grande épidémie de sida. Et j'ai été, je crois, le premier à faire une autopsie du premier patient français qui est mort du sida, et avec Françoise Gray, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur le sida dans mes jeunes années, et de la même manière que l'histoire du sida a fertilisé la pensée de M. Montagnier, comme il vient de nous l'expliquer, il l'a mis sur la piste des affections qui ne sont plus des virales chroniques, mais qui sont bactériennes chroniques en l'occurrence. Eh bien, un peu la même chose s'est produite avec moi, où je suis passé du monde du sida, dans lequel j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, et au concept que j'ai compris à cette occasion, comme neuropathologiste, à la compréhension par inadvertance, finalement, que des phénomènes probablement analogues, en termes de dynamique cellulaire, surviennent avec non plus des agents infectieux, mais avec des pseudo-agents infectieux que sont les vaccins qui contiennent des adjuvants particuliers de type alimentaire. Donc, l'histoire a été la suivante. Je suis responsable d'une unité de maladies neuromusculaires, où on voit beaucoup de gens qui se plaignent de douleurs musculaires, de fatigue, et d'un cortège de symptômes que la médecine s'est contentée de classer comme symptômes médicalement inexpliqués, qui sont en quantité considérable et qui induisent des dépenses des systèmes de santé considérables. Le syndrome de fatigue chronique aux États-Unis, c'est 20 milliards de dollars par an en coût pour la société américaine, par exemple. Et donc, tout le monde se contentait de dire ben, on ne sait pas, et puis de chasser d'une manière ou d'une autre le patient et d'essayer surtout de ne jamais le revoir. Et j'ai toujours été un peu contrarié par cette manière de faire, et le jour où je suis tombé avec Jérôme Autier et avec une collègue de Bordeaux sur une biopsie musculaire présentant des lésions tout à fait inattendues, qu'on a finalement compris comme étant la persistance d'un adjuvant à base d'aluminium d'origine vaccinale dans les cellules immunitaires et formant une lésion qu'on a appelée la myofascite à macrophage. Je me suis dit, là, ce patient, il aurait été classé comme maladie médicalement inexpliquée, je tombe sur quelque chose de très inattendu, je ne vais pas lâcher l'affaire. Et tout a été fait pour que je la lâche, à partir du moment où le mot vaccin est apparu dans le panorama, et je n'ai pas lâché l'affaire, et grâce à des travaux, nous avons mis en place à Créteil, où je travaille, un dispositif un peu comme celui qui a décrit M. Montagnier, où il y a une gouvernance unique pour prise en charge des cliniques des patients, investigation de la biopsie musculaire, qui était notre outil principal d'investigation, et recherche expérimentale dans le cadre d'un laboratoire de l'INSERM, tout ça sous une même gouvernance, qui nous a permis, quand on bloquait sur un aspect, de pouvoir essayer de le contourner ou de l'éclairer par une approche complémentaire. Et donc, avec Guillemette, en particulier, qui travaille, elle, à l'école vétérinaire d'Alfort, mais qui est dans notre équipe de recherche à Créteil, nous avons pu faire tomber 3 grands dogmes concernant ces adjuvants aluminiques, qui sont utilisés depuis très longtemps, depuis 1926, mais pour lesquels tout ce qui a été dit dessus s'est avéré faux. Mais pas un peu faux, complètement faux. Faux parce que n'a jamais été soumis à une investigation sérieuse. 3 dogmes sont tombés. Le premier dogme, tout le monde pensait que ces adjuvants particuliers fondaient comme un sucre dans un café quand on l'injectait dans un tissu.
que cette particule, ces petits cristaux, fondaient au contact des acides faibles de liquide interstitiel, et donc que l'aluminium était rapidement solubilisé, passait dans le sang et était éliminé par voie urinaire. Et ça a été dit, c'était encore sur tous les sites des CDC américains, des agences sanitaires françaises, de l'OMS, jusqu'au milieu des années 2000. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe. Parce que cet aluminium n'est pas un aluminium soluble, c'est un aluminium particulaire. Et il existe des cellules dans l'organisme dont le travail est de nettoyer, d'enlever les particules, surtout quand ces particules ont la taille d'une bactérie, ce qui est le cas des agrégats d'adjuvants aluminium. Donc, première surprise, les particules ne sont jamais extracellulaires, elles sont toujours à l'intérieur des cellules, et elles ne sont pas rapidement éliminées, elles sont au contraire extrêmement biopersistantes. Première idée. Deuxièmement, la première critique qui nous a été faite en disant on doit tous avoir, on a tous été vaccinés, donc on doit tous avoir cette lésion dans notre muscle deltoïde, eh bien ça n'est pas vrai. L'immense majorité d'entre nous ne conserve pas cette lésion chronique témoignant de la persistance anormalement prolongée de l'adjuvant dans les cellules immunitaires, et qui plus est, ceux qui le conservent, les modèles animaux l'ont montré, le conservent non seulement au site de l'injection, mais aussi ailleurs, parce qu'on a montré que ces particules, elles sont capturées par les cellules immunitaires, et une partie d'entre elles, à peu près la moitié, sortent du site injecté pour aller vers le ganglion lymphatique, le premier, puis le deuxième, puis le troisième, passent dans la circulation sanguine, toujours à l'intérieur des cellules, gagnent la rate, gagnent le foie, et si on attend suffisamment longtemps, finissent par pénétrer dans le cerveau, dont elles ne ressortent plus. Donc, deuxième chose, il existe une diffusion systémique de ces particules intracellulaires. Exactement de la même manière qu'il y a une diffusion systémique d'un agent comme le VIH, et qui pénètre dans le cerveau selon les mêmes modalités, par un mécanisme dit de cheval de Troie, où il entre dans le cerveau parce qu'il est à l'intérieur d'une cellule qui est attirée elle-même dans le cerveau dès qu'il y a une inflammation périphérique. Troisième élément, on nous a dit mais les quantités d'aluminium que vous injectez sont ridiculement basses, comment vous pouvez imaginer que ça puisse induire une pathologie? Là aussi, on a été embêté par cette question, et on s'est aperçu qu'en fait, c'était une double erreur. La première erreur, on a fait une étude de dose-réponse avec Guillemette, qui a montré exactement le contraire de ce qu'on attendait, c'est-à-dire une toxicité sélective des faibles doses. Donc, pour ce qui concerne les adjuvants aluminiques, ce sont les faibles doses de vaccins qui sont toxiques de façon chronique. Quand on met une faible dose, qu'on compare à une dose moyenne ou à une dose très forte, seule la faible dose s'accompagne d'une translocation de l'aluminium dans le cerveau et la mise en place de troubles du comportement que Guillemette a très bien examiné. Deuxième erreur, la ministre de la Santé elle-même, conseillée par des experts peu compétents, nous dit on prend tous les jours, en prenant sa capsule de Nespresso, plus d'aluminium que n'en contient une injection vaccinale. Sauf que ce qu'elle oublie de dire, parce que probablement elle ne le sait pas, c'est que l'aluminium qu'on prend par voie orale, 99,7% part directement dans les selles, c'est-à-dire ne rentre pas dans le milieu intérieur. Et ce qui rentre sous une forme atomique, d'atomes Al3+. Et l'espace de diffusion des atomes Al3+, c'est 100% du corps. Ce sont tous les espaces extracellulaires, 60% du corps, et tous les espaces intracellulaires, 40% du corps. Alors que quand on injecte, et pour cette raison, l'aluminium soluble, la Al3+, est éliminé par voie urinaire très rapidement, à 80% en 15 jours. C'est pour ça que tout le monde pensait que la dose vaccinale était éliminée. Ce n'est pas du tout ce qui se passe avec un vaccin particulier. Quand on injecte un vaccin particulier, il est capturé comme si c'était une bactérie par les systèmes immunitaires, il reste après séquestré dans le système immunitaire et transporté avec le système immunitaire là où le système immunitaire a décidé d'aller, là où les cellules immunitaires ont décidé d'aller, et sa destruction dépend des capacités de ces cellules à détruire l'alien. Et le résultat le plus excitant qu'on a eu cette année, c'est que nous avons, je pense, trouvé le gène défectueux chez certains patients qui explique que
La plupart d'entre nous ont du mal à éliminer les adjuvants qu'on leur administre, mais finissent par y arriver. Et une petite proportion, peut-être faible, peut-être même très faible, n'y arrive jamais parce que simplement leur système de destruction cellulaire des particules ne peut pas marcher bien. Donc c'est un gène qui s'appelle ATG2A, un gène de l'autophagie. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais le résultat est suffisamment impressionnant puisque c'est 100% des patients qui ont cette mutation contre 0% dans la population générale. Donc on est dans quelque chose qui est vraiment extrêmement stringent. Ce qui montre que là, on est dans une situation très intéressante, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir un test prédictif d'une susceptibilité à développer une maladie chronique extrêmement invalidante qui est le syndrome de fatigue chronique à l'occasion d'un vaccin. Donc le travail qu'on a fait dans l'adversité la plus complète, avec aucune aide de la part de l'institution, va permettre finalement de rendre des services considérables aux patients pour dire si eux ou leur famille sont à un risque particulier d'avoir une intolérance aux adjuvants. Donc tout ça pour finir par rejoindre ce qu'a dit M. Montagnier. Pour faire bref, il dit voilà, il existe des syndromes de douleur chronique et de fatigue chronique liés à la persistance à bas bruit de Borrelia burgdorferi à l'intérieur de l'organisme de certains individus. Eh bien je dis, c'est exactement la même chose qui se passe pour les vaccins chez certains individus qui ont une prédisposition génétique. La persistance de particules immunostimulantes de façon chronique va aboutir exactement à la même symptomatologie que celle d'un Lyme chronique. Donc vous voyez qu'ici, vous récompensez aujourd'hui des pensées qui sont rejointes sans concertation et qui, par des voies différentes, et en pensant à ce qui s'est passé à l'époque du SIDA, permettent de faire avancer les connaissances. Voilà, je vous remercie.